Donc, bonjour à tous. Nous vous remercions d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire MicroStratégie Tech Series numéro 3. Donc, mon collègue Thierry et moi-même, Ludivine Fèvre, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui les bonnes pratiques pour créer des portfolios responsives sur web et mobile. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat intégré à Zoom pour les poser et nous ferons au mieux pour y répondre tout au long de la session. Notre objectif est d'organiser ce type de webinaire, donc Tech Series, tous les 2 mois environ. Là, on est au 3e. Vous pouvez retrouver les replays des précédents webinaires et prochainement de celui-ci sur nos sites web. Donc, vous voyez le lien ici. Vous pouvez tout simplement utiliser la barre de recherche de votre navigateur et rentrer MicroStrategy Tech Series. Et normalement, vous devriez tomber sur le lien vers notre site web avec les différentes vidéos. Voici l'agenda du jour. Nous allons commencer par rappeler quelques concepts clés sur les portfolios, puis continuer avec des bonnes pratiques générales de design. Et enfin, Thierry vous présentera les options responsives qui sont proposées par MicroStrategy en version 2021 et qui permettent d'optimiser l'expérience utilisateur, et notamment sur mobile, donc smartphone et tablette. Commençons donc par les concepts essentiels. Alors, pour illustrer les différentes bonnes pratiques que nous allons baser notre démonstration sur un portfolio ou dossier qui s'appelle Retail Performance et qui est accessible depuis notre site de démo, démo.microstratégie.com, que je vais vous montrer. Donc ici, vous voyez, vous avez accès libre à ce site, démo.microstratégie.com/microstratégie librairie. Vous pouvez vous loguer en tant qu'invité et accéder à un large nombre de portfolios. Vous allez pouvoir non seulement les consulter en cliquant sur les différentes vignettes, mais également les éditer pour les voir en mode conception. Vous pouvez également les télécharger au format .mstr pour les ouvrir en local sur votre poste avec MicroStrategy Workstation ou même les charger sur votre propre environnement. Donc ici, on va baser notre démonstration sur le portfolio qui s'appelle Retail Performance et on va voir aussi celui qui s'appelle Call Center Insight, mais nous vous invitons à aller regarder les différents tableaux de bord, ça peut vous donner des idées. Alors, comment va-t-on pouvoir afficher la vue, donc le rendu sur smartphone depuis le navigateur? Depuis les tableaux de bord MicroStratégie, depuis les dossiers, vous allez voir qu'en mode édital, on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'aperçu sensible ou la responsive preview. Et vous pouvez également utiliser une fonction qui est native dans le navigateur Chrome via F12 qui permet de choisir le device et de voir le rendu pour les différents devices. Alors donc je reviens à ma librairie. Ici donc mon dossier qui s'appelle Retail Performance. Pour l'éditer, je peux cliquer sur le petit bouton i, puis ensuite sur le bouton éditer ici, ou tout simplement je vais cliquer sur la vignette. Là, ça va le lancer en mode consultation. Donc je peux consulter mon tableau de bord, mais je peux également utiliser le petit bouton Edit en haut à droite pour éditer mon tableau de bord. Une fois en mode édition, donc je retrouve les différentes sections en mode conception, en mode édition, je vais pouvoir retrouver mon petit icône en haut à droite qui s'appelle Responsive Preview ou en français l'aperçu sensible. Quand je clique sur cette icône, je vais pouvoir visualiser le résultat sur smartphone, donc comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est une option qui est proposée directement dans les portfolios MicroStratégie. Alors, si je clique sur la petite croix en haut à droite, je vais revenir en mode consultation. Une autre possibilité que vous avez si vous utilisez le navigateur Chrome, c'est d'utiliser la fonction F12. Quand vous cliquez sur F12, vous avez accès sur la droite à un certain nombre d'informations sur le contenu de la page. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est disponible en haut. Donc ici, vous voyez au niveau de dimension,
iPhone XR. Donc là, je vois le rendu sur iPhone XR. Je peux sélectionner un certain nombre de devices, comme par exemple Surface Duo, et vous voyez que le contenu va s'adapter automatiquement. Et donc, je vais pouvoir prévisualiser le rendu sur ces différents devices. Je peux même, si je le souhaite, choisir Responsive et rentrer mes propres dimensions. Donc ça, c'est accessible via F12 sur Chrome. Un point important, c'est que pour avoir un rendu optimal sur mobile, qu'il s'agisse de smartphone ou tablette sous iOS et Android, vous devez utiliser l'application native, l'application MicroStrategy Librairie. Donc, vous voyez l'icône ici. Donc, c'est un icône bleu à ne pas confondre avec l'autre application mobile MicroStrategy qui est un icône rouge. Donc, c'est une application qui est téléchargeable sur Google Store et Apple Store, et donc que vous pouvez utiliser pour accéder à votre librairie sur smartphone et tablette, et qui va donc vous proposer un rendu optimisé et l'ensemble des fonctionnalités auxquelles vous avez accès via la librairie. En termes de licence, ça va nécessiter la licence qui s'appelle client mobile, donc pour les utilisateurs finaux. Mais pour si vous voulez faire des tests, vous pouvez aussi utiliser les licences architectes, puisque ce module-là est compris pour pouvoir faire des tests, notamment pour voir le rendu sur mobile via ces applications. Alors, il est possible d'accéder à la librairie sur le navigateur de votre smartphone ou de votre tablette, mais le rendu ne sera pas optimal, et par ailleurs, ce n'est pas officiellement supporté. Donc, en cas de souci, le support MicroStrategy ne pourra pas forcément répondre à vos questions. C'est pour cela qu'on conseille d'utiliser l'application native librairie. Un autre point important, à rappeler, c'est la possibilité au niveau des portfolios de choisir entre la forme automatique, qui est la forme par défaut, et la forme libre. Donc, vos portfolios MicroStrategy sont composés de chapitres et de pages, et pour chaque page, vous avez la possibilité de choisir entre 2 modes. Le mode forme automatique, donc auto layout, qui est le mode par défaut, ou le mode forme libre, ou encore appelé freeform layout, qui permet une mise à forme plus avancée. Et à tout moment, vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Alors ici, je vais passer sur un autre exemple, donc sur une autre librairie, lancer un tableau de bord justement qui montre la différence entre ces deux types d'affichage. Donc ici, je suis en forme automatique, et donc chaque élément, qu'il s'agisse de texte, de visualisation, d'image, chaque élément va être positionné à côté des autres. C'est-à-dire on n'a pas de superposition. On va pouvoir les repositionner. Je vais passer en mode édition pour vous montrer ce que ça donne. Donc ici, si je crée une nouvelle page, insérer une page, par défaut, je suis en mode automatique, ce qui veut dire que quand je rajoute des éléments comme des visualisations, par exemple, elles vont s'afficher les unes à côté des autres. Ici, en mode automatique, si je supprime une visualisation, par exemple ma carte, en faisant un clic droit, supprimer, les autres éléments vont se repositionner automatiquement pour combler l'espace vacant. Donc ça, c'est le mode qui est le plus simple de prise en main, puisque vous n'avez pas trop à vous préoccuper de la mise en forme. Tout va être fait de façon automatique, même si vous pouvez redimensionner. Si vous voulez plus de liberté, vous pouvez passer en freeform. Comme vous le voyez ici, on a mis une image en fond. Donc, on a une image qui est derrière les visualisations sur lesquelles on a rajouté de la transparence. Donc, vous voyez qu'ici, on voit à travers le graphique. Et ici, j'ai positionné un pie chart au-dessus de la carte. Donc, en mode freeform, on a davantage de flexibilité. On est en mode dit pixel perfect, qui donne beaucoup plus de flexibilité dans le design. Et on a également davantage de fonctionnalités. Alors, si je clique sur ma visualisation et que je vais dans le menu format, je vois ici que chaque élément va pouvoir être positionné au pixel près. Alors là, on a une notion de pourcentage par rapport au canvas. On va en reparler juste après. Chaque visualisation va avoir un positionnement en abscisse et en ordonnée, ainsi qu'une largeur et une hauteur qui est définie en pourcentage.
Une option additionnelle également qui peut être retrouvée soit via le menu couche en faisant un clic droit sur une visualisation, soit en faisant un clic droit ici, c'est le fait de pouvoir mettre au premier plan, avancer d'un plan, mettre en arrière-plan, reculer d'un plan. Donc comme vous voyez, on a des options beaucoup plus fines en termes de mise en forme quand on est en mode auto layout. Et voici le petit bouton pour passer d'une approche à l'autre. En mode forme libre, donc freeform layout, on a, comme on l'a vu, la superposition des éléments, le positionnement et la taille en pourcentage. On a également des options additionnelles dont on reparlera tout à l'heure, le vertical scrolling et aussi le fait de pouvoir masquer des objets sur mobile ou sur web. Voici quelques exemples de tableaux de bord qui ont été conçus en mode freeform layout, en forme libre. Comme vous voyez, on retrouve la superposition des éléments, ici des graphiques avec d'autres visualisations. On peut avoir une image de fond, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est que même si ce mode freeform apporte plus de flexibilité, parfois le mode automatique suffit. Donc, n'utilisez pas forcément toujours le mode freeform si le forme automatique suffit à répondre aux besoins. Pourquoi? Puisque si ce mode forme libre apporte en effet beaucoup d'avantages, beaucoup de flexibilité en termes de design, on va se rendre compte que parfois le positionnement, enfin l'adaptation aux écrans qui est quelque chose enfin les portfolios ont vraiment été conçus pour, se redimensionner, automatiquement en fonction de l'appareil de l'utilisateur, donc en fonction de la résolution de la taille de l'écran et en fonction du device. Ça ne signifie pas que le rendu sera toujours parfait. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des zones de texte qui sont coupées ou des champs qui sont moins lisibles. C'est pour ça qu'on a cette session aujourd'hui. C'est parce que plus vous avez des conceptions avancées, on va dire, plus il va falloir être vigilant et suivre les bonnes pratiques qu'on présente aujourd'hui et également comprendre le fonctionnement du responsive design et du Canva basé sur les pourcentages. Alors, justement, on y arrive. Alors, ce que vous voyez ici est documenté dans différents articles, et notamment la partie responsive, c'est quelque chose c'est pas lié à la MicroStrategy, hein, c'est un concept global qui existe. Et donc ça, c'est basé, ce qu'on dit ici est vraiment basé sur des articles qu'on peut retrouver sur le web et qui expliquent le fonctionnement, notamment de la vue responsive. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne, les pourcentages, ce qu'on voit ici, c'est que quand vous êtes en forme libre, vous avez un canevas qui est basé sur un pourcentage, ce qui signifie que chaque conteneur va rester dans sa position et sa taille relative par rapport au canevas. Si vous avez, par exemple, une visualisation dont la taille est de 50 en hauteur et en largeur, quand vous passerez sur mobile, ça va garder ce pourcentage. Et donc, avant que la largeur du canevas n'atteigne le fameux breakpoint, le point d'arrêt qui est pour les portfolios de 768 pixels, la mise en page doit respecter l'intégralité de la taille du canevas. Et à chaque fois que la taille du canevas va changer en fonction de la taille des écrans, le contenu va s'adapter. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, sur la droite, on voit un peu comment fonctionne la vue responsive. Encore une fois, ce n'est pas lié à MicroStrategy, hein, on utilise un concept qui est plus global. En fait, ce concept, c'est qu'il va diviser des éléments en petits blocs, puis les redisposer verticalement sur mobile. La seule spécificité sur les portfolios, c'est ce fameux point d'arrêt à 768 pixels. Donc c'est important de comprendre, un peu comment ça fonctionne et de suivre les bonnes pratiques que nous allons énoncer à présent. Donc je vais, parler de quelques bonnes pratiques générales de design. Le premier, alors qui est en particulier vrai quand vous avez des écrans qui sont, assez avancés en termes de design et avec beaucoup d'éléments, c'est le fait de connaître les devices cibles et de tester régulièrement sur différents types d'écrans. Alors, on peut se demander quels sont les devices des utilisateurs en termes de taille et de résolution. Alors, on comprend bien que c'est pas toujours évident, d'avoir la réponse à cette question, hein. On a des cas où soit d'extranet
où on n'a pas du tout d'informations, sur la résolution, les tailles d'écran. On a des cas aussi de bring your own device, donc c'est pas toujours possible, mais dans la mesure du possible, essayez, quand vous le pouvez, d'avoir des informations sur les tailles des devices. On se retrouve parfois dans des situations où, les concepteurs des tableaux de bord travaillent sur des grands écrans, donc ils font leur conception, tout va bien, et ensuite des utilisateurs, métiers se retrouvent sur des petits écrans et il y a des soucis d'affichage. C'est pour ça que pour anticiper, ce type de problème, c'est bien d'avoir des informations sur les devices et de pouvoir tester. Comment tester sur des écrans, plus petits, plus faible résolution? Sur votre ordinateur, vous pouvez, alors comme on l'a vu quand on parle de mobile, de smartphone, vous pouvez utiliser la vue responsive qui est, intégrée dans les portfolios. Vous avez l'option F12 qu'on a vu, dans Chrome, et vous pouvez également réduire temporairement la résolution, soit sur votre poste de travail, soit au niveau du navigateur pour voir un peu le rendu sur un écran de plus petite résolution. Ensuite, le deuxième conseil, c'est éviter de surcharger l'écran. Si vous avez un très grand nombre de visualisations qui sont un peu, denses, beaucoup de zones de texte, il y a des chances pour que l'affichage sur un plus petit écran, alors là, on a un exemple de smartphone, mais ça pourrait être juste, on pourrait rester, sur un ordinateur, mais un ordinateur de plus petite résolution, où on pourrait se retrouver avec des zones de texte qui sont coupées et des éléments qui ne sont pas très lisibles. Donc c'est pour ça que notre, conseil, c'est vraiment d'essayer d'avoir un écran qui est aéré, d'avoir des marges entre les différentes visualisations. Un exemple que vous voyez ici à droite, c'est, si vous avez un indicateur, par exemple, dans le nom se répète, bah, de l'avoir une seule fois et de réduire les libellés. Et au-delà de ça, alors quand on dit éviter de surcharger l'écran, prévoir de la marge, souvent, la réponse, qu'on a, c'est, on a des utilisateurs métiers qui, ont travaillé sur des maquettes et nous, on doit reproduire ces maquettes et ils veulent tout sur la même page. Donc notre réponse à, ce genre de, à ceci, ce serait, bah, c'est en fait, vous avez plusieurs alternatives pour enrichir l'écran sans forcément avoir un écran surchargé, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voici quelques idées d'options alternatives pour afficher du contenu sans surcharger l'écran. Les piles de panneaux, les fenêtres d'information, les liens contextuels vers des autres pages ou portfolios et le vertical scrolling, et donc on va voir tout ça ensemble. Alors, donc je vais pour cela, utiliser mon portfolio qui s'appelle Call Center Insights. Alors ça, les éléments que je vous montre là, c'est, il y avait les versions, c'est des choses qui ont été, apportées, lors de la enfin, depuis 1 an à peu près. Donc vous n'avez pas forcément accès, tout de suite à ces fonctionnalités, mais on vous encourage bien sûr à passer dans les dernières versions pour pouvoir en bénéficier. Alors le premier, pile de panneaux. Donc ici, vous voyez sur ce tableau de bord, j'ai, ici la possibilité de passer d'une analyse régionale où j'ai, des informations, des indicateurs par région avec un graphique également par région, à une partie plus détaillée au niveau du centre d'appel. Et donc là, il y a juste une partie de mon écran qui va changer. Ça se fait via justement les piles de panneaux. Les piles de panneaux vont offrir de la flexibilité supplémentaire tout en optimisant l'utilisation de l'espace. C'est comme des mini canevas qui vont pouvoir contenir tous les éléments, que vous souhaitez, donc aussi bien du texte, des graphiques, des visualisations, des images, et cetera. Donc ça, c'est le premier élément, c'est, ces fameuses piles de panneaux. On ne quitte pas l'écran, on peut avoir des éléments fixes sur les côtés et changer seulement une partie de l'écran. Le deuxième, élément, c'est les fenêtres d'information. Les fenêtres d'information, elles ont 2 comportements possibles. Le premier, c'est d'être appelé par un élément d'attribut dans un graphique. Donc par exemple, ici, j'ai un graphique qui me donne mon chiffre d'affaires par centre d'appel. Quand je clique sur un centre d'appel, par exemple la Nouvelle-Orléans, j'ai une fenêtre d'information contextuelle qui est filtrée justement sur l'axe que j'ai choisi, sur l'élément que j'ai choisi, donc la Nouvelle-Orléans, et qui me donne une information complémentaire, ici l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge pour les 2 dernières années.
Donc là, dans ce cas, la fenêtre d'information est appelée par ce graphique et donc filtrée automatiquement. On a aussi la possibilité d'appeler une fenêtre d'information via une image. Alors là, par exemple, vous avez le petit bouton, i information en bas à gauche. Si je clique dessus, j'ai une fenêtre d'information qui contient d'ailleurs, elle-même une pile de panneaux puisque j'ai 2 panneaux. Et donc ici, avec, on a pu mettre un fond semi-transparent qui permet de voir le tableau de bord et là qui est utilisé pour guider l'utilisateur. Donc ça peut être un moyen aussi de favoriser, l'adoption, de guider l'utilisateur. Ça peut contenir par exemple des définitions des indicateurs ou ce genre de choses. Donc les fenêtres d'information sont également un bon moyen d'apporter de l'information complémentaire sans prendre de la taille sur l'écran. Le troisième point, c'est les liens contextuels. Des liens soit vers d'autres tableaux de bord, soit vers d'autres pages de ce même tableau de bord. Donc ici, dans cette grille, dans notre grille moderne qui se trouve en bas de l'écran, j'ai défini un lien contextuel. Donc quand je vais cliquer sur un centre d'appel, alors soit un clic direct, vous voyez ici que c'est cliquable, soit un clic droit et ensuite en suivant le lien qui est ici, je vais alors là vers une autre page, mais ça pourrait être un autre tableau de bord qui est, filtré sur le centre d'appel que j'ai sélectionné. Donc c'est aussi un moyen de driller dans la donnée, plutôt que d'avoir tout dans la même page, de proposer des choses dans une page à part, sachant que je peux tout à fait revenir en arrière via le petit, bouton back à tout moment. Donc ça, ce sont les liens contextuels. Alors je vais juste vous montrer rapidement ce que ça donne en mode conception pour, ces 3 types de fonctionnalités. Donc en mode éditable. Le panel stack, la pile de panneaux peut être insérée via le menu du haut, et vous voyez ici. Et ensuite vous, définissez, vous pouvez ajouter ensuite si vous le souhaitez un, comment dire? Un sélecteur de panneaux. La fenêtre d'information se trouve ici et une fois que vous avez créé votre fenêtre d'information, tout simplement, au niveau de votre visualisation, de la visualisation que vous voulez, utiliser pour l'appeler, vous avez juste à cliquer en haut à droite et ici à dire, sélectionner la fenêtre d'information et c'est cette fenêtre d'information qui va être appelée. Et enfin, le lien contextuel. Ici, tout simplement, au niveau d'une visualisation, vous pouvez avoir accès au lien contextuel. Ce lien contextuel va embarquer des critères de filtre qui sont définis au niveau du filtre de chapitre, mais également, et cela depuis le dernier update, l'update 9, si vous avez des filtres à l'intérieur de votre tableau de bord, il est également possible d'embarquer, de conserver les filtres quand vous allez, vers votre autre page ou vers votre autre tableau de bord. Le dernier point, qu'on a mentionné, pour, enrichir les écrans sans prendre de place, c'est le vertical scrolling. Alors vous voyez ici, je vais pouvoir scroller ma page. Alors si je vais sur une autre page, vous voyez qu'avant on était, restreint. Alors par défaut, votre tableau de bord va prendre la taille de votre écran, donc là je ne peux pas scroller. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez activer cette fonctionnalité de vertical scrolling. C'est aussi un moyen d'avoir un écran moins dense et de pouvoir l'aérer tout en, diffusant beaucoup de contenu. Et pour activer cette fonctionnalité, donc je vais aller en mode édition. Et juste, je fais un clic droit, insérer une page. Donc, pour utiliser le vertical scrolling, il faut passer en mode freeform. Et ensuite, une fois que vous êtes en mode freeform, alors là, je vais baisser ma visualisation. Il faut cliquer sur le fond, sur l'élément de fond. Et ensuite, vous pouvez activer le vertical scrolling. Et ici, choisir la valeur minimum, pour définir la hauteur minimum et là, vous avez votre vertical scrolling qui est activé. Donc voilà, 4 options alternatives introduites, comme vous voyez, en update 3, en update 4, qui permettent de, finalement, de répondre à l'objection, qui dit,
on a trop de contenu et on ne peut pas aérer. Donc ça, c'est des alternatives qui sont assez intéressantes et qui vous permettent justement d'avoir un contenu qui va mieux s'adapter aux différents types d'écrans, aux différentes résolutions. Un autre conseil, une autre bonne pratique en ce qui concerne la mise en forme des zones de texte. Vous pouvez activer le dimensionnement automatique. C'est également une fonctionnalité qui a été introduite récemment, ce qui fait que la taille de la police va s'adapter automatiquement en fonction de la résolution de l'écran cible. On conseille de mettre un fond transparent pour le texte, d'éviter le chevauchement des zones de texte, puisque ça peut s'afficher bien sur un écran, mais sur un plus petit écran, avoir des choses justement qui se chevauchent et qui ne sont pas lisibles. Prévoyez de la marge, des espaces entre les zones de texte et évitez de positionner des lignes en dessous du texte, puisque justement l'affichage ne va pas forcément être toujours adapté en fonction de la taille de l'écran. Un point d'attention, au sujet de l'autodimensionnement du texte, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante, mais si vous avez beaucoup de zones de texte, ça peut avoir un impact sur les temps de réponse, puisque la taille de la police, va être recalculée à la volée en fonction, de la taille de l'écran. Donc à utiliser avec modération. En ce qui concerne le texte qui est dans les grilles, alors vous n'avez pas, cette option de dimensionnement automatique. Du coup, notre recommandation, c'est de réduire la marge intérieure des cellules qui est, donc dans le panneau format, vous retrouvez au niveau de espacement, dans votre grille. Par défaut, c'est à moyen. Vous pouvez la passer à petit, ce qui fait que justement, quand ça va être visualisé sur un plus petit écran, ça va être, plus lisible. Vous pouvez également condenser les valeurs des indicateurs, donc par exemple mettre avec un K ou un M. Pour cela, il faut faire un clic droit sur votre indicateur, dans le format du nombre, choisir personnaliser ou custom ici, et vous avez le format condensé, donc avec une syntaxe qui est proposée par défaut et que vous pouvez bien sûr modifier en fonction de vos besoins. Ensuite, quand vous ajoutez des images, alors il peut s'agir d'images de fond ou d'images, de logos et cetera. Vous avez accès à différentes, options pour définir quel va être le comportement quand, justement la résolution de l'écran va changer. Donc, au niveau des images, vous pouvez choisir fixer à, donc là vous définissez une taille fixe avec la possibilité de verrouiller l'aspect pour que ça ne s'allonge pas ou ça ne s'écrase pas. Ajuster au conteneur, donc là, ça va s'ajuster au conteneur et vous allez retrouver un espace blanc, sur les côtés ou en haut si le ratio est différent entre, l'image source et la taille du conteneur sur l'écran, cible. Alors les 2 options suivantes sont celles qui sont recommandées justement, dans un optique de responsive design si vous avez des devices, de différentes résolutions. C'est soit remplir le conteneur, donc là une partie de l'image va être coupée si le ratio est différent, ou encore étirer. Là, l'image va s'étirer pour remplir l'ensemble du conteneur. Par contre, le ratio ne sera plus respecté. Donc en fonction du type d'image, vous pouvez choisir l'option la plus adaptée. Un petit exemple, pour illustrer, ces bonnes pratiques, pour finir, cette section. Ici, vous avez, donc un exemple où on a, une image qui en fait, définit le contour, donc la zone, la forme, derrière avec, une en-tête, bleu foncé, ça comprend l'image comprend également le texte, donc le titre, un petit icône pour le graphique et une barre bleue. Et le deuxième élément, c'est un graphique. Comme vous le voyez ici, le rendu sur, smartphone, n'est vraiment pas terrible. L'image est complètement, écrasée, le texte est peu lisible, le graphique, a des, libellés, des valeurs qui sont, également chevauchantes, donc qui ne sont pas lisibles. Donc c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Au lieu d'avoir une image, plutôt avoir, plusieurs, éléments, avoir une petite image pour, par exemple, le petit icône de graphique où on définit qu'on conserve le ratio. Il faut plutôt privilégier des zones de texte plutôt que des textes sur des images. Donc ici, l'avantage d'avoir une zone de texte, c'est que vous pourrez, activer le, dimensionnement automatique. Ici, par exemple, vous voyez que ça va sur 2 lignes, donc c'est beaucoup plus lisible.
Et enfin, au niveau du graphique, vous avez une option qui permet de masquer les étiquettes se chevauchant, donc qui permet de visualiser uniquement, enfin, d'avoir des libellés qui sont beaucoup plus lisibles. Donc ça, normalement, c'est une option qui est activée par défaut. Voici pour cette partie. Je vais donner maintenant la main à Thierry pour les options responsives des portfolios. Oui, merci Ludivine. Je prends la suite sur la partie responsive. Une des grosses différences des nouveaux dossiers portfolio par rapport aux documents, c'est qu'ils incluent un moteur responsive qui va repositionner tous les composants, donc les textes, les images, les visualisations, en fonction de la taille de l'écran et en fonction aussi de l'orientation portrait-paysage si on veut faire une application mobile. Donc ça, c'est ce que Ludivine a présenté en introduction de sa partie. Vous avez en plus la main sur ce moteur responsive pour pouvoir un peu contrôler son comportement avec le concept de regroupement d'objets. Quand vous construisez un dossier, un portfolio en web et que vous positionnez des visualisations ou de façon générale des objets de façon horizontale et que vous passez en mode responsive, donc en mode mobile, en mode portrait, les visualisations sont positionnées les unes au-dessous des autres. Vous avez la possibilité de jouer sur ce regroupement de visualisation avec donc le concept de regroupement d'objets. Pour éviter de casser la structure, pour conserver l'intégrité de la structure, vous avez la main pour choisir de conserver l'orientation horizontale des visualisations. Et donc ça se fait, vous contrôlez le rendu mobile au travers du bouton aperçu sensible dont Ludivine a parlé tout à l'heure dans sa partie. Alors pour bien comprendre comment ça fonctionne, voyons un premier exemple je reviens sur l'application de démonstration librairie. Alors, je vous engage vraiment à utiliser ce site de démonstration. Vous avez l'URL en haut, demo.microstrategy.com. C'est un site public accessible n'importe quand. Vous pouvez maintenant éditer les dossiers qui sont mis à votre disposition. Ce n'est plus seulement une interface où vous pouvez consulter des exemples qui vous permettent qui peuvent servir de source d'inspiration. Vous pouvez donc les éditer. Il n'y a rien de mieux que de déconstruire un exemple pour voir comment il a été construit. Donc, commençons par un exemple que Ludivine avait rapidement montré, donc celui qui s'appelle Retail Performance. Donc, vous avez, là, on est en mode web, avec le crayon en haut à droite. Je peux donc passer maintenant en mode éditable depuis librairie. Et donc, vous voyez sa construction. Vous voyez qu'au centre de la page, il y a un certain nombre de... Alors là, vous avez le bouton aperçu sensible, donc, qui est en haut à droite pour passer en vue mobile. Et sur la vue web, vous avez donc un certain nombre de visualisations qui ont été positionnées sous une forme plus ou moins matricielle, donc avec un alignement horizontal. Lorsque vous passez en mode mobile, eh bien, tout a été positionné de façon verticale. Voyons un deuxième exemple. L'exemple Call Center Insights dont Ludivine a parlé aussi tout à l'heure. Là encore, je passe en mode Edit. On retrouve nos trois visualisations avec le revenu, le profit et la marge. Vous voyez qu'ils sont positionnés horizontalement. Lorsque je passe en mode aperçu sensible, tout a été positionné verticalement. Alors, ce n'est pas forcément ça comme expérience qu'on aimerait offrir aux utilisateurs. Et donc, vous avez la possibilité de jouer sur le regroupement de ces visualisations. Tout dépend de si vous êtes en mode freeform layout ou en mode auto layout. Quand vous êtes en mode freeform layout, ça va fonctionner comme ça. Vous avez dans la partie droite les visualisations qui sont disposées sur la page et vous pouvez jouer avec votre souris, vous pouvez sélectionner avec votre souris les différentes visualisations et les grouper. Donc là, je les sélectionne à la souris, je fais un clic droit et je demande de les grouper. Et lorsque vous passez en vue responsive, donc en vue mobile, vous conservez l'orientation horizontale de ces différentes visualisations. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire en mode freeform layout. Donc freeform layout, hein, c'est MicroStrategy ne contrôle pas le positionnement, c'est vous qui, avec votre souris, positionnez les composants où vous le souhaitez. Si vous êtes en mode auto layout, donc là on a un exemple avec trois icônes en haut de la page, ensuite vous avez trois visualisations, plus en dessous un certain nombre d'indicateurs. Je vais passer en mode Edit à nouveau. Si on permute en vue mobile,
on a quelque chose de pas du tout attrayant. On a les 3 icônes qui apparaissent en haut, tout est positionné verticalement, donc c'est évidemment pas du tout ça qu'on souhaite proposer aux utilisateurs mobiles. Quand vous activez le panneau de couche en mode auto layout, vous avez beaucoup moins d'options qui vous sont proposées avec le clic droit, notamment vous n'avez pas l'option de pouvoir regrouper ensemble des visuels. Donc le mécanisme est différent. Vous allez utiliser ce bouton-là, Vue éditeur sensible, donc uniquement pour le mode auto layout, et directement sur l'écran, sur la page centrale, vous allez à la souris sélectionner les différents visuels, les différents objets dont vous souhaitez garder l'intégrité. Donc là, je vais prendre tous ces blocs-là, vous cliquez sur le bouton Groupe qui apparaît, vous cliquez en haut sur Enregistrer, et quand vous passez en vue mobile, eh bien, toute l'orientation verticale horizontale a été conservée. Donc en mode Freeform Layout, c'est clic droit sur les objets qui apparaissent dans le panneau couche. En mode Auto Layout, c'est un petit peu différent. Vous devez utiliser cette icône aperçu sensible et sélectionner les visuels dont vous souhaitez garder l'intégrité, que vous souhaitez conserver comme un bloc solidaire. Autre propriété du moteur responsive, c'est le fait de pouvoir masquer des objets selon la vue web ou mobile. Dans certains cas, on aimerait pouvoir avoir une vue différenciée selon le device utilisé. Donc là, ici, vous avez un exemple d'un dossier en haut à gauche en vue web. Il y a certains éléments, comme par exemple les liens qui ont été positionnés en haut à droite, ou la zone de texte informative qui était positionnée au centre de l'écran. Eh bien, ces éléments, on ne souhaite pas les voir en interface mobile. Vous voyez que dans la partie droite, on ne retrouve pas les liens, on ne retrouve pas non plus la zone de texte affichée. En revanche, en mobile, on souhaiterait voir des choses qui ne sont pas dans la vue web, notamment la barre en haut, qui est un petit peu spécifique mobile, avec des icônes plus gros que sur la vue web, notamment pour faciliter la sélection avec le doigt. Alors bien sûr, la première idée qui peut venir à l'esprit, c'est de créer 2 dossiers, 2 portfolios séparés. Un pour le web, un pour le mobile, ce qui évidemment pose le problème de la double maintenance. Donc une autre solution, c'est d'utiliser le concept de masquage. Vous pouvez, dans l'interface dossier, contrôler l'affichage pour chaque objet que vous allez inclure sur la page. Le mode par défaut, lorsque vous incluez un visuel ou un texte ou une image, c'est que cet objet sera visible en web et en mobile. Si vous choisissez l'option masquer sur l'aperçu sensible, et donc ça, vous aurez c'est représenté par une espèce de petit mobile barré, ça veut dire masquer sur mobile. Si vous choisissez l'option masquer sur l'aperçu par défaut, et là, la visualisation sera flaguée avec un espèce de petit œil barré, ça signifie masquer sur la vue web. Donc, voyons un exemple d'utilisation. Donc, je suis toujours sur mon exemple Call Center Insights dans ma bibliothèque de démo. J'ai ici une zone de texte, j'ai ici mes liens en haut à droite que je veux masquer. Donc là, quand je passe dans la vue aperçu sensible, eh bien, le moteur fait son travail habituel, c'est-à-dire qu'il affiche la totalité des objets que j'ai positionnés en vue web en vue verticale. Et ce sont ces objets que je souhaite masquer sur ma vue mobile. Donc, je vais commencer par sélectionner mes liens en haut à droite. Donc, je les sélectionne à la souris et ils apparaissent en surbrillance dans le panneau des objets à droite. Et à la souris, je vais demander, clic droit, de masquer sur l'aperçu sensible. Et vous voyez l'icône de mobile barré qui apparaît à l'extrême droite. Même chose pour ma zone de texte, je la sélectionne, elle apparaît en surbrillance à droite. Clic droit, je demande là aussi de la masquer sur l'aperçu sensible. Et j'ai à nouveau l'icône de mobile barré qui apparaît. Et lorsque je permute en vue mobile, eh bien je m'aperçois que mes liens ont disparu et la zone de texte qui était là précédemment a disparu aussi. Maintenant, l'inverse est possible aussi. Vous avez dans le panneau des objets à droite certains objets avec l'icône d'œil barré, c'est-à-dire la vue web n'est pas visible. Donc en fait, vous avez ici des éléments qui ne sont pas visibles sur la vue web que vous pouvez démasquer. Donc vous pouvez demander de l'afficher sur la vue web et là vous voyez apparaître la barre d'icônes qui ne figurera que sur l'application mobile et que là vous voyez en mode éditable mais qui n'apparaîtra pas sur la vue web finale des utilisateurs. Donc dit autrement, lorsque vous avez une orientation à donner pour une application web ou pour une application mobile, plutôt que de partir sur 2 dossiers différents, essayez si possible de ne faire qu'un seul développement, un seul dossier et utiliser ce concept de masquage sur une interface ou l'autre pour adapter les visuels en fonction du device final que vous envisagez.
Ludivine a parlé tout à l'heure du dimensionnement automatique des textes. Alors, ça a un intérêt lorsqu'on développe des applications web avec des tailles d'écran différentes, mais ça a aussi un intérêt lorsqu'on envisage une application à la fois web et mobile. Je reprends l'exemple retail dont Ludivine a parlé tout à l'heure. J'ai ici différentes zones de texte. Donc, vous avez celui-ci qui est en mode dimensionnement automatique, vous avez celui-ci qui est aussi en dimensionnement automatique, et vous avez celui de gauche qui a une police de 12, donc une police que j'ai fixée moi-même, qui apparaît très correctement sur la vue web. Quand je passe en vue mobile, mon texte de droite a été redimensionné, mon texte du centre aussi, mais le texte de gauche n'a pas été redimensionné, il est toujours en police de 12, ce qui oblige l'utilisateur à faire du scrolling pour voir le texte. Donc, ce n'est pas idéal en termes de restitution utilisateur, alors que si vous aviez forcé le dimensionnement automatique pour ce texte à gauche, eh bien, vous auriez un comportement beaucoup plus propre. Lorsqu'on passe en vue mobile, les textes sont automatiquement redimensionnés et donc il n'y a pas d'ascenseur qui apparaît sur la zone de texte. Donc, d'une façon générale, je dirais, lorsque vous construisez une application multi-device, web, mobile ou web avec différentes tailles d'écran, il est plutôt pertinent de mettre en place le dimensionnement automatique de texte. Il y a juste un petit inconvénient à cette façon de faire, c'est que c'est un petit coût en termes de performance. Comme la police n'a pas été définie a priori, MicroStrategy doit à la volée calculer la police, calculer le rendu qui va être fait en fonction de la taille du conteneur. Si vous avez une dizaine de textes sur la page, ça ne prête pas à conséquence. L'impact en performance ne sera quasiment pas visible. Si vous avez, alors je ne sais pas, on va dire plus d'une centaine de textes sur la page, ça peut avoir un impact appréhendable sur le temps de restitution. Mais dans la majorité des cas, c'est plutôt une bonne pratique à adopter dans la majorité des développements. Et puis, un autre aspect intéressant lorsqu'on destine un développement pour un usage mobile, c'est de construire une page d'accueil personnalisée. Lorsque vous allez diffuser votre application aux utilisateurs, plutôt que de leur proposer la vue de gauche, c'est-à-dire la vue classique de librairie avec différents points d'entrée, vous pourriez leur proposer la vue de droite, c'est-à-dire avoir, lorsqu'ils ouvrent leur application librairie mobile, non pas une sélection possible de différents dossiers, mais une page d'accueil personnalisée avec potentiellement des liens qui amènent sur différentes pages. Et ça, c'est rendu possible avec une des dernières versions de Workstation à partir de l'update 6, donc l'update 6 qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année 2022. Vous pouvez avec Workstation créer différentes applications. Une application, c'est en fait un espace de travail, un point d'entrée dans l'application librairie. Donc là, je permute ici sur mon interface Workstation. Vous voyez que j'ai 4 applications qui ont été créées. Je vais prendre celle-ci en particulier, je vais l'éditer. Et on voit que cette application a comme écran d'accueil, non pas l'écran par défaut, mais un dossier spécifique qui va me servir de page d'accueil. Et dans ce cas-là, la partie contenu à gauche est grisée, puisque le contenu est défini par cette page d'accueil. Lorsque mon utilisateur va permuter ensuite sur son application dédiée, eh bien, une fois qu'il sera connecté, il ne verra pas plusieurs vignettes qui lui permettent d'accéder à plusieurs documents ou plusieurs dossiers, mais il verra cette page d'accueil qui l'emmènera via des liens sur différentes pages. Donc, c'est une bonne pratique à utiliser lorsque vous dédiez l'application mobile à un usage très spécifique, à une application particulière. Vous proposez une page d'accueil personnalisée. Donc, j'aimerais refaire un tour avec vous des bonnes pratiques qui ont été abordées durant cette session, aussi bien par Ludivine que par moi-même. Il y a d'abord, pour une mise en forme précise du rendu, choisir plutôt le mode Freeform Layout, qui permet un positionnement au pixel près, plutôt que le mode par défaut Auto Layout, où c'est MicroStrategy qui va positionner les blocs en les juxtaposant les uns par rapport aux autres. Deuxième point, pour éviter de trop surcharger une page, utiliser les concepts dont a parlé Ludivine, notamment les piles de panneaux qui permettent de commuter entre différentes vues, ou bien les fenêtres d'information qui permettent de masquer dans la page une certaine information qui sera uniquement sollicitée lorsqu'on va cliquer sur une image ou lorsqu'on va cliquer sur un graphique. Et enfin, les liens contextuels qui permettent, en un seul clic, de débrancher l'utilisateur vers une autre page ou pourquoi pas vers un autre dossier. Troisième point, si malgré tout ça, il est vraiment nécessaire d'afficher un grand nombre d'objets sur une même page,
pensez à la fonction étendre le canevas dont a parlé Ludivine pour activer le scrolling vertical. Quatrième point, pour la majorité des cas, activer l'autodimensionnement pour les textes, ce qui peut éventuellement impacter la performance si vous avez de très nombreux textes sur la page, et prévoyez une marge d'espace suffisante entre eux, notamment pour s'adapter à différentes résolutions, différentes tailles d'écran. Cinquième point, lorsque vous êtes en phase de développement, testez sur des résolutions différentes, soit en jouant sur le niveau de zoom du navigateur, soit éventuellement en changeant la résolution d'écran au niveau du poste de travail, ou bien lorsque vous destinez l'application en mobile, en passant en mode aperçu sensible. On a vu aussi l'option F12 sur Chrome qui permet de simuler différentes tailles d'écran, différents devices Apple ou Android. Ce qu'on vient de voir ensemble, pour bien contrôler le rendu sur mobile, pensez à grouper les objets si vous voulez conserver l'alignement horizontal des visualisations et éviter que le moteur responsive utilise son comportement par défaut qui est alignement vertical. Septième point, si vous voulez produire un rendu différencié pour la vue web et pour la vue mobile depuis un unique dossier, toujours gardez à l'esprit que vous pouvez choisir de masquer certains objets sur une des deux vues. Et enfin, ce qu'on vient de voir à l'instant, depuis l'update 6, avec Workstation, vous pouvez mettre en place des pages d'accueil personnalisées en librairie mobile via ce concept d'application. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris 2-3 choses. Alors, vous retrouverez cette session, ce webinaire, sur notre page Tech Series. Donc, vous pouvez y accéder soit via le lien qui s'affiche en haut de l'écran, soit tout simplement en tapant dans votre moteur de recherche favori MicroStrategy Tech Series. Donc, vous voyez qu'il y a les deux précédents qui figurent sur cette page. L'actuel webinaire figurera aussi dans quelques temps sur cette même page. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Tech Series.